Bonjour. La dernière actualité concernant le scanning des marchandises au port autonome de Douala a laissé transparaître des failles dans la coordination de l'action gouvernementale. Malgré la décision prise par le Premier ministre chef du gouvernement qui a décidé de faire respecter l'engagement de l'État vis-à-vis de l'entreprise suisse SGS, cette actualité continue de défrayer la chronique avec les différents acteurs impliqués dans ce processus. Pour permettre aux téléspectateurs d'Écho 237 de mieux comprendre cette actualité, nous sommes allés à la rencontre d'un employé du port autonome de Douala et pas moins homme politique. Il s'agit de Raphaël Ndougou. Il est militant du RDPC et employé au port autonome de Douala. Écoutons cet entretien qu'il nous a accordé au téléphone. Monsieur Raphaël Ndougou, bonjour. Bonjour Thierry Kouaté. Oui, je rappelle, vous êtes homme politique, vous êtes militant du RDPC et vous êtes employé au port autonome de Douala. Comment expliquez-vous la divergence entre la décision du Premier ministre chef du gouvernement et l'initiative du directeur général du port autonome de Douala concernant le scanning des marchandises? D'abord, il faut aller au départ de ce contrat que j'ai envie d'appeler à un moment donné contrat de dupe, au regard du fait que au moment d'établir et de signer ce contrat, il y a des dispositions qui ont été glissées, notamment sur l'article, le point 3, où on vous parle de la durée du contrat. On dit que ce contrat a pour durée 10 ans et on vous dit au point 1, 3.1, on vous dit que ce contrat prend effet dès la date de signature. Et lorsqu'on vous parle du point 3, on dit le contrat est d'une durée de 10 ans et il entrera en vigueur après l'installation du 4e scanner. Franchement, Thierry, il faut noter que c'était un contrat de dupe. Peut-être c'est la partie camerounaise qui a été dupée. Et comme les hommes de droit le disent bien, au moment où vous contractez avec une partie qui est ignorante, on va dire ça comme ça, vous ne devez donc pas continuer à duper ceux qui sont ignorants. SGS a pris 7 années, de 2015 à 2022, pour installer le 4e scanner. Or, au moment où on a dit ce contrat reste en vigueur après l'installation du 4e scanner, on n'a pas dit combien de jours, combien de semaines, combien de mois faut-il à SGS pour installer le 4e scanner. Cela veut donc dire que de manière délibérée, SGS n'a pas voulu installer le scanner à temps pour des raisons qui leur sont propres. C'est vrai, vous évoquez certains manquements de SGS, mais est-ce qu'il revenait au directeur du port de mettre un terme justement à ce contrat sans l'aval de la tutelle? Parce que d'après les informations recueillies ça et là, le Premier ministre, au travers justement de la réunion tenue à l'immeuble Étoile, a laissé entendre effectivement que la responsabilité venait justement à la tutelle, c'est-à-dire le ministère des Finances ainsi que la primature. D'abord, dans un premier temps, il faut noter que ceux-là qui ont fait ce travail, à l'époque, certainement le ministère des tutelles, ou la tutelle technique, je me demande pourquoi on n'a pas associé les responsables juridiques, un certain nombre de responsables du PAD. Et pourquoi vous savez que le PAD est une institution de l'État, où l'État est l'unique majoritaire, mais sauf que c'est le port autonome de Douala. Donc, il ne revient pas au directeur général de résilier le contrat ou quoi que ce soit. Il ne l'a jamais dit. Mais il se trouve que le décret du chef de l'État de 2019, organisant effectivement le port autonome de Douala, il y a un certain nombre d'activités que c'est le port autonome de Douala, c'est le directeur général qui gère. Alors, en ce moment-là, est-ce que le directeur général n'est pas en droit de poser un certain nombre de préalables, un certain nombre de problèmes lorsque ces experts en charge des questions juridiques ont pris la peine de relire le contrat? Tenez par exemple, parmi les activités au terme du décret du chef d'État de 2019,
on vous parle du rôle, de tout ce qui est comme rôle du chef du directeur général. Parce qu'il doit coordonner les activités d'accounage, entreposage, tout ce qui va avec, vous pouvez peut-être au terme de ce débat, relire vous-même ce décret-là. Donc le chef, le directeur général, il a un œil, parce que ces activités-là, effectivement, se passent au sein même de l'institution qui dirige. Donc vous n'allez pas me dire que sur le plan purement sécurité, où on vous dit les activités, la sécurité et la police des opérations d'exploitation du port et de ces activités sont de l'ordre, si vous voulez, sont sous la houlette du directeur général. Et SGS fait quoi? Il scanne quoi? Les marchandises. Ces marchandises-là se relèvent de quoi? Des aspects sécuritaires. Parce que le scan veut dire qu'on doit vérifier ce qui se trouve dans le conteneur, que ce soit à l'import ou bien à l'export. Ça relève de la responsabilité, ça relève de la compétence du directeur général du port autonome de Douala. Et c'est pour cette raison que si ses collaborateurs, si j'ai dit lui, parce qu'à l'époque il n'était pas encore là, M. Sirungo, mais l'administration était en continu, si les collaborateurs du directeur général n'étaient pas associés à l'élaboration de ce contrat-là, c'est un problème. C'est un problème parce que je viens de vous faire mention de ce que vous ne pouvez pas prendre tant d'années pour installer un scanner, alors que vous en avez déjà 3 qui fonctionnaient. Cela veut dire que vous l'avez fait de manière délibérée pour profiter de tout ce temps-ci, pour exploiter et attendre quand il manquait à peu près 3 ans pour nous dire c'est en 2022 que cela a été fait. Et vous le faites sans accord parti, c'est-à-dire que sans avoir encore interpellé le gouvernement qui a été signataire avec vous pour expliquer ce pourquoi vous n'avez pas pu installer le scanner. Alors Thierry, j'ai pu vous rassurer que en ce moment la SGS, je ne sais pas pour qui roule, mais SGS l'a fait de manière délibérée et de manière consciente pour duper la partie camerounaise. Bon, il faut dire que la décision du directeur général du port autonome de Douala de faire signer Transatlantique SA fait suite justement à une note venue de la présidence de la République, signée du chef d'état-major de la présidente de la République. Est-ce que ça ne fait pas problème à ce niveau-là? Comment comprendre cela? Est-ce qu'on ne doit pas parler d'un problème au sommet de l'État ou alors une divergence entre ces différentes administrations-là? Est-ce que ça ne pose pas problème? D'abord, sur la décision du directeur général, il faut noter, Thierry, que le directeur général ne peut pas prendre une telle décision sans le quitus du conseil d'administration. Et le conseil d'administration dans lequel siège en bonne place la tutelle technique et la tutelle financière. Ça, il faut le relever et il faut le dire qu'il ne peut pas et il n'a jamais pris une seule décision sans qu'il n'ait le quitus de ce conseil. Maintenant, pour la sortie, si vous voulez, les notes du chef d'état-major particulier, général de division, Emmanuel Amourou, chef d'état-major particulier du chef de l'État, chef suprême des armées. Qu'est-ce qui se passe? Dans sa note, il vous dit que le chef d'État a bien voulu marquer, oui, pour le départ de SGS et la prise en main du scanning de Transatlantique. Le chef d'état-major particulier reçoit au quotidien tout ce qui peut être note d'information des différents corps, de différents corps, il y a la police, gendarmerie et tout ce que vous voulez. C'est lui qui fait la synthèse au chef de l'État. Et dans ce poste dont nous parlons en ce moment, il existe tout ce qui peut être service de renseignement. Et quand les services de renseignement font leur travail, chacun rend compte à sa hiérarchie, et la hiérarchie qui relève, qui remonte l'information. Donc, quand le général parle, il parle des aspects purement sécuritaires. Et je viens de vous le dire plus haut, il s'agit d'une porte d'entrée et de sortie de notre pays. Et vous, journalistes, autrefois, vous avez souvent mené des enquêtes et tiré la sonnette d'alarme sur la possible entrée des armes par le port de Douala. Je dois le dire ainsi, pour ne pas aller par 4 chemins. Et lorsque celui-là qui donne le compte rendu sécuritaire au quotidien, au chef de l'État, prend son bic pour écrire aux différents ministres, vous avez si bien vu qu'il a écrit à son ministre de tutelle
le ministre de la Défense. Et vous savez que c'est un ministère délégué pour parler des aspects purement sécuritaires. Et en ce moment-là, on a en droit de se poser la question. Vous savez que c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui reçoit instruction et qui, c'est le chef d'État passe par lui lorsqu'il veut parler au gouvernement. Et lui-même, quand il n'écrit pas au Premier ministre, il parle à son secrétaire général afin de répercuter ce que le chef d'État a dit. Et lorsque vous voyez un haut responsable de la sécurité prendre le but qu'on ne doit pas prendre ça à la légère. On ne doit pas prendre ça à la légère. Parce qu'il se trouve quand même que ce sont les aspects purement sécuritaires de notre pays. Beaucoup voient justement cette affaire des luttes d'influence au sommet de l'État. Quel est votre avis sur cette manière de voir les choses? Non, si ceux qui le pensent, et peut-être moi-même avec, ils ne se sont pas trompés. Rassurez-vous parce que, qu'on le veuille ou non, le chef de l'État est forcément à son dernier mandat. Qu'on le veuille ou non, le chef de l'État a pris un certain âge. Et qu'on le veuille ou non, les forces en présence peuvent s'en-tirer dessus. C'est-à-dire que quelques groupes peuvent se mettre ensemble pour batailler et pour vouloir mettre les autres en mal. Et ça, ce n'est pas un secret. Sauf qu'à un moment donné, au lieu que ces groupes-là travaillent pour la prospérité du pays, ils travaillent plutôt pour essayer de se positionner. Or, il y a encore des patriotes. Monsieur Siringo n'est pas encore dans cette mouvance-là. Et lui, il est dans des problèmes, c'est peut-être pas des problèmes, mais il fait l'objet de sabotage depuis pratiquement 2020, l'année à laquelle il a nationalisé le terminal à conteneurs. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nos hauts responsables avaient leur prébande via DIT qui gérait à l'époque. Et il a pris le courage de nationaliser ce terminal à conteneurs-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était avec le quitus du conseil d'administration. Il a donc créé la RTC qui fonctionne en ce moment-ci. Et vous voyez que SGS dont on parle travaillait avec autrefois DIT. Est-ce qu'il y avait des complicités entre DIT et SGS? Là, c'est un point d'interrogation. Est-ce que les mêmes complicités ne peuvent plus continuer aujourd'hui? On peut dire avec force, puisque RTC est entré en vigueur en 2020, et donc du coup, ce ne sont plus les mêmes complicités. Ça crée un problème. Le directeur général a pris sur lui de récupérer l'amanage et en a fait une régie de l'amanage. A pris sur lui de nationaliser cette affaire de dragage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer combien le port autonome de Douala ou le gouvernement, si vous voulez, perdait en termes de dragage. Parce que ce n'était pas le port lui-même qui draguait. Il a réussi à créer une régie de dragage. Et aujourd'hui, on drague nous-mêmes le plan d'eau pour la gouverne de ceux qui nous écoutent. Le dragage, c'est ce navire-là qui creuse afin que les navires à grande portée, si vous voulez, c'est des navires qui ont un tirant d'eau très élevé puissent accoster au port. Parce que lorsque vous voyez les eaux là circuler, ça circule avec le sable, et si on ne drague pas au quotidien, si on ne drague pas, les navires ne pourront pas venir accoster ici. Oui, monsieur Raphaël Ndougou, on comprend très bien la détermination du directeur général du port autonome de Douala de bien faire les choses. Tout ce qu'il a dit à mener comme action, ça se voit, c'est visible. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème justement au niveau, je veux dire, du casting de l'opérateur qui va gérer le Scarning? Lorsqu'on parle par exemple de Translactique, c'est une entreprise, d'après les informations que nous avons eues, qui n'a pas encore d'expérience comme GS, qui est une entreprise suisse, un géant mondial reconnu dans ce domaine. Et je vais en profiter justement pour vous poser la question de savoir quels sont les critères objectifs qui devaient primer dans le choix d'un opérateur de Scarning. Il faut dire que dans les années 50, 60, le Cameroun avait des soucis de haut cadre sur tous les plans. Mais Thierry Kouyaté, aujourd'hui, nous sommes en 2026. Le Cameroun a déjà tout ce qu'il faut en termes de cadre pour pouvoir réfléchir sur les affaires de notre pays. Cela a été aussi valable même pour notre armée. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il nous faut pour que notre armée fonctionne.
Alors, lorsque je le dis parce qu'il ne faut pas croire qu'on va toujours aller tendre la main avec l'expertise internationale, avec des agences privées. Non, chérie, il se trouve que nous pouvons faire nous-mêmes ici. Et si Transatlantique n'est pas suffisamment aguerri, on le saura dans les prochains 6 mois, le premier semestre qui va suivre. Laissons d'abord Transatlantique travailler. Quand on a récupéré le terminal à conteneurs, est-ce qu'on a eu besoin de plusieurs mois pour se rendre compte que RTC peut gérer? Donc, n'allons pas croire que nous allons toujours aller chercher d'autres ailleurs. Et quand ils vont arriver ici, ils vont nous faire signer des contrats de dupes pour qu'ils nous bandissent que non, voici ce que nous avons pu faire. Il n'est pas possible. Je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est visible, ceux qui viennent dans le domaine voient comment Transatlantique travaille et sous la houlette, si vous voulez, sous le regard vigilant du directeur général et ses collaborateurs, s'il y a le moins de quoi, on va le relever très rapidement. Vous voulez dire par là que la mesure du premier ministre du gouvernement qui a décidé de la reconduction de SGS ne sera pas prise en compte? Ça veut dire que c'est Transatlantique qui, pour l'instant, travaille au port, c'est ça? Je ne vais pas dire que ça ne va pas être pris en compte. Je voudrais même encore prier, monsieur le Premier ministre, de rappeler les parties sur la table. Parce que lorsqu'on pose un problème, on peut trouver, même si c'est mal posé, mais on peut trouver des solutions idoines et adéquates afin que s'il y a eu, comme je viens de le relever, le contrat de dupe entre SGS et le Cameroun, que l'on relève ces équivoques-là et comme si c'est que c'est eux qu'on refasse sur les nouvelles bases. Si à partir du moment où on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je ne peux pas mettre en cause ce que le Premier ministre a dit. Mais il se trouve que le problème posé par le directeur général du port de Douala doit donc être pris en compte. Et pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché au moment où ce contrat avait été signé. Mais si on croit que c'est une affaire où on doit, les parties s'entretirent dessus. Et pourquoi c'est le Premier ministre qu'on vient parler maintenant? C'est le ministre des Finances de l'époque qui avait signé le document en question. Et puis, on veut prendre le Premier ministre quand ça nous arrange. Pourquoi on ne peut pas le Premier ministre quand certains font souvent comme s'il est quasi inexistant dans notre pays? Monsieur Thierry Kuati, ici, il s'agit du bien-être des Camerounais et de la possibilité de notre pays. Je voudrais quand même vous prendre un exemple sur la répartition de ces fameuses recettes de SGS. Si vous avez jeté un coup d'œil sur le tableau de redistribution, allons voir ce dont les Camerounais peuvent bénéficier. Allons voir si le Cameroun tire véritablement un profit par rapport à la gestion de SGS. Vous allez voir que ce sont des personnalités. On vous dit le cabinet du ministre attend. On vous dit tel autre attend tel nombre pour cent. Vous comprenez qu'en ce moment-là, les gens ont signé leur contrat parce qu'ils savaient que par derrière, ils vont récupérer l'argent au détriment du peuple camerounais. Une dernière question pour sortir, M. Raphaël Ndogo. Quelles leçons le gouvernement devrait-il tirer de cet épisode pour l'avenir, justement, pour qu'on n'en arrive plus à vivre ce genre de scénario? D'abord, que le Premier ministre soit le Premier ministre chef du gouvernement, comme son nom l'indique, et que les ministres, futurs ministres d'État, ou ministre, grand ministre que vous connaissez entre guillemets là, n'aient pas interpellé le Premier ministre quand ils veulent protéger leur bibliothèque. Que ce soit véritablement le Premier ministre qui coordonne l'action gouvernementale. Parce que nous avons vu des cas ici. Tenez par exemple sur les questions de sport. Pourquoi ces mêmes ministres-là, ou alors ces membres du gouvernement-là, n'ont pas appelé le Premier ministre à l'arbitrage? Et quand même le Premier ministre a essayé d'arbitrer, ils n'ont pas voulu suivre. Et donc, vous comprenez que actuellement, avec le remaniement qui est en vue, avec la promesse de remaniement que le chef de l'État a donné au Camerounais le 31 décembre dernier, certains sont là pour mettre les pots de banane, pour tenter de faire glisser les autres. Parce qu'on se dit, Cyrus Ngo, il est aujourd'hui en pole position. Il fait l'unanimité. Et Cyrus Ngo, quand il fait l'unanimité comme ça, là, même les militants, si vous voulez, même l'opposition, lorsque vous organisez vos débats, vous vous rendez compte que s'il y a des personnalités qui peuvent encore faire l'unanimité au Cameroun, ou même si l'opposition peut apprécier, c'est des personnalités comme Cyrus Ngo. Du coup, ceux qui sont en minorité, ceux qui n'ont rien foutu depuis 2019, se rendent donc compte que ce monsieur-là peut venir être soit ministre X ou ministre Y. On commence à chercher les pouces sur sa calvitie alors qu'il n'a pas de cheveux. C'est
ce que le gouvernement doit faire, c'est que le Premier ministre soit chef et que les ministres respectent le Premier ministre. Qu'on n'avait pas interpellé le Premier ministre quand on veut protéger son bibliothèque. Merci infiniment, monsieur Raphaël Ndougou. Je rappelle, vous êtes militant du RDPC, vous êtes employé au port. C'est vrai qu'au port, c'est vrai, je n'ai pas spécifié votre fonction au port. Bon, disons que moi, je suis dans le domaine qui s'occupe de la sécurité, tout simplement. Et je ne parle même pas ici au nom du port. Je parle là comme vous me connaissez, acteur politique. Tout à fait. Et les affaires sociopolitiques de mon pays me concernent. Tout à fait. Et donc, le domaine dans lequel n'est pas celui de la com. Parce qu'il y a toute une division de la communication que dirige votre camarade, si vous voulez, votre confrère, Raoul Simplice Milo. C'est eux qui peuvent parler véritablement au nom du PAD. Mais moi, comme je parle toujours des affaires sociopolitiques de chez nous, c'est pour cette raison certainement que vous avez bien voulu m'interpeller afin de donner mon avis. Tout à fait. Merci pour vos réponses pertinentes. Nos auditeurs certainement vont s'en regarder. Merci infiniment et passez une très bonne journée. Écho 237, comme à son habitude, a saisi cette opportunité pour permettre aux Camerounais de s'exprimer sur cette actualité. Écoutons les uns et les autres dans ce micro-trottoir. Nous observons ces derniers temps cette actualité au port autonome de Douala. Et ce qui se passe au port autonome de Douala, c'est un peu à l'image de la situation générale dans le pays. Et nous sommes là dans un cas de malgouvernance avérée. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? On est désintéressés et vraiment l'actualité politique de ce pays n'est pas reluisant. Et à mon humble avis, je pense que c'est un sujet tabou, premièrement, et aussi, compte tenu du fait que le port autonome de Douala dépend du gouvernement, est une propriété du gouvernement, les dirigeants doivent respecter leur hiérarchie. Je pense qu'ici, il y a un conflit d'intérêts entre le dirigeant du port autonome de Douala et le ministère qui est sa tutelle. Je pense bien que le ministère est au-dessus de toutes ses propriétés en termes d'entreprises publiques dont il est garant de la gestion et du rendement de bien fondé des activités qui tournent autour. Donc je pense qu'ici, le directeur général du port autonome de Douala doit en principe respecter les procédures mises en place pour le bon fonctionnement. Parce qu'en s'écartant des directives qui sont mises en place par le ministère, c'est de se soustraire à certaines obligations du règlement entre le port et le ministère qui est la tutelle. Donc je pense que c'est un partenaire ou encore les autorités qui tournent autour, qui sont ingérées dans la gestion du port et donnent des directives à ce que la direction générale du port autonome puisse implémenter et qu'il y a abstraction à ces directives-là. Vraiment, c'est pour on se retrouve dans un système où chacun peut faire ce qu'il veut. Donc je pense qu'ici, le ministère doit devoir trancher et que le directeur général du port autonome de Douala puisse travailler en respectant les principes établis avec le gouvernement du Cameroun. Voilà. Si c'est le ministre qui veut faire la guerre avec le président, et c'est aujourd'hui, c'est hier qu'on a signé. Ce n'est pas hier qu'on a signé. Bon, moi, je n'ai presque rien à dire dedans parce que je suis quoi? Je ne suis pas membre du bureau, membre de l'État. Je suis en chômage depuis... Est-ce que telle tension devrait exister dans un gouvernement? Est-ce que telle tension voilà. Dans un gouvernement? C'est pour ça que je dis que je ne peux rien dire parce que bon, je suis qui? Je connais, je peux... hein? Je ne sais pas ce que je peux dire sur ça parce que bon, c'est eux qui gouvernent, c'est entre eux qui discutent là maintenant. Bon, nous, on va faire comment? Moi, je trouve ça un peu... Je ne sais comment qualifier. Pourquoi? Parce que, en fait, nous avons des recommandations qui vont de tous les sens. Ce que je pourrais conclure, c'est que je pense que dans toutes choses que nous faisons avec une discipline, nous parvenons à réussir.
Mais d'ici peu, le port autonome de Douala, c'est un patrimoine camerounais qui est une richesse appartenant aux Camerounais et qui est doté d'une hiérarchie. Mais nous avons été un peu du tout surpris du fait que nous voyons que ça va dans tous les sens. Au dernier jour encore, j'ai pu savoir par mon téléphone qu'il y a eu l'intervention d'un général qui tranchait en faveur de la nouvelle entreprise ou le nouveau DG. Le DG actuel prévoyait qu'il s'installe. Mais nous avons été encore surpris ce matin du fait que nous constatons que le Premier ministre contredit peut-être le général, qui est lui chef du gouvernement, que nous pensons que l'instruction devait venir d'abord premièrement par lui. Parce que nous pensons que c'est le Premier ministre qui est le sommet du gouvernement, qui est l'homme à qui les dernières décisions doivent être exécutées ou obtempérées. Mais nous sommes un peu du tout surpris qu'on traverse la personne du Premier ministre, lui qui est chef du gouvernement, d'où ça vient du ministère des Finances, d'où ça vient du secrétariat de la présidence. Moi, en tant qu'homme politique, un Camerounais, un citoyen camerounais, vraiment ça ternit beaucoup l'image de notre pays. Et j'exhorte à la hiérarchie de notre pays vraiment d'être des modèles pour que nous, les jeunes, nous qui aspirons aujourd'hui que la chose publique soit bien gérée, vraiment qu'il y ait une meilleure amélioration. Cette guerre de pouvoir révèle du fait que personne ne veut respecter sa place. Parce que d'après ce que j'ai appris dans les informations, il s'avérait que le SGPR a convoqué le directeur du port autonome à une réunion auquel il lui demande de résilier le contrat de l'entreprise qui faisait dans le scan pour confier ça à Scan, c'est Scaline, au port de Douala. Par contre, il ne révèle pas du pouvoir du SGPR. Si le remaniement ministériel avait été fait, nous ne serons pas dans cette cacophonie. Et nous prions tous les entourages du président de la République, que nous l'avons bien aimé, de le laisser faire ce qu'il a à faire et afin qu'il nous donne ou bien qu'il nous produise la liste des nouveaux ministres. Le directeur du port doit suivre les ordres de la hiérarchie. Mais s'il a donné un peu de détails en ce qui concerne le projet auquel il compte mettre surface avec la nouvelle infrastructure en place, il veut mettre au port pour pouvoir diversifier les marchandises. Alors je dirais, si c'est que son plan est bien détaillé, bien établi, alors le ministre des Sports pourrait donner une chance à ce que cela puisse aboutir. Le ministre des Finances, excusez-moi, autant pour moi, doit donner une chance au directeur pour que cela puisse aboutir. Mais à la longue, si cela ne marche pas comme il le faut, alors on pourra mettre un terme à cela. Mais de là, je dirais, je suis contre l'idée de signer un autre contrat sans que l'autre ne soit arrivé à échelon. Oui, c'est tout ce que je peux ajouter, merci. Je ne sais plus s'il y a même des leaders dans ce pays en fait. Même le président de la République, moi je ne le vois plus faire vraiment ce qu'il fait vraiment en tant que président de la République. Chacun prend les décisions, chacun dirige le pays comme bon le semble. Vraiment, il y a cette nuance vraiment qui nuit vraiment beaucoup, surtout à la population citoyenne. Chacun prend des décisions comme bon le semble, comme bon l'entend, comme ils veulent. Vraiment, je suis vraiment très, vraiment, ça me touche vraiment d'un pays si beau comme le Cameroun. Les décisions à travers entre les autres hommes d'autorité et les membres hiérarchiques qui tiennent le pouvoir. En fait, il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de traçabilité qui suit la hiérarchie en ce qui concerne vraiment la disposition du pouvoir. Chacun doit respecter son poste et le leader doit mettre main sur la table et dire ce qu'il y a lieu de faire pour chacun. On doit respecter en fait. Mesdames, Messieurs, il revient à chacun d'en tirer une conclusion par rapport à cette confrontation des membres du gouvernement autour de cette affaire du scanning des marchandises au port autonome de Douala. C'est d'ici que prend fin cette autre analyse de l'actualité chez Eco 237. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner chez Eco 237 si vous êtes nouveau sur cette plateforme. À très bientôt.